La Russie, le plus grand pays au monde. Son territoire s'étend d'ouest en est sur plus de 9000 km pour une superficie de 17 millions de kilomètres carrés. En 2007, on y recense 142 millions d'habitants. Parmi eux, Dimitri Bortnikov, qui va nous raconter son pays et pour commencer, la ville de sa naissance. Je suis né à Samara. C'est une grande ville, à peu près comme Lyon, vu l'échelle. C'est sur la rivière qui s'appelle Volga. C'est une grande rivière, très grande rivière. C'est un fleuve. Pour traverser la fleuve, vous, en voiture, sur un pont, vous pouvez fumer tranquillement sans vous dépêcher une cigarette. Imaginez la grandeur, la largeur. Et alors par rapport au pays en lui-même c'est moitié. C'est 10 doigts de Moscou sur la carte. De quelles origines, parce qu'il y en a plusieurs, est-elle la Russie? La Russie, à mon avis, peut-être parce que je vois la culture russe. J'ai vu dès mon enfance, je suis né dans cette culture. Je la vois de l'intérieur. Celui qui voit quelque chose de l'intérieur, il ne voit pas la maison, si il est dans la maison. Mais maintenant que j'ai vu la maison, j'ai vu l'ours russe de l'extérieur. Même en étant enfant, j'ai vécu dans sa tanière. Et c'est une grande différence. Donc là, pourquoi vous parlez d'ours? Pourquoi? Parce que la Russie, c'est un ours. Ici, il dort. S'il se réveille, s'il fait les cauchemars dans la nuit, il peut cogner avec ses pattes, il peut cogner la Chine, avec sa tête, il cogne l'Occident. Et il fait sursauter les Polonais, les Hongrois, et voilà, s'il bouge ses pattes de devant, il gratte un peu la Turquie, pattes de derrière, il touche les Chinois. Donc c'est un ours. La culture russe, c'est un cocktail. Et presque, malgré les efforts de Russes, qui essaient de mélanger les ingrédients dans le blender, ils n'arrivent pas. Parce que il suffit de laisser un peu tranquille la culture russe, on voit tout de suite deux niveaux. Ça veut dire deux ingrédients bien distincts. La culture religieuse, ça veut dire la culture grecque orthodoxe, et la civilisation païenne, qui n'est pas du tout orthodoxe. Ça veut dire, par exemple, quand je vais au cimetière sur la tombe de ma mère, je n'apporte pas les bonbons, je n'apporte pas les sandwichs, je n'apporte pas la vodka sur la tombe. Mais parce que j'en suis parfaitement conscient que ma mère, elle ne va pas venir de paradis ou de l'enfer, d'où je ne sais pas, pour manger ça. Mais les autres Russes, et même mon père, et même ma tante, insistent de mettre quelque chose. C'est la coutume. On ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est la coutume strictement païen. Il y a le côté d'Occident, il y a le côté d'Asie. Il s'est bien mélangé. Par exemple, un exemple qui va toucher la manière de s'habiller, de se comporter physiquement, par exemple les femmes russes, et l'autre exemple, ça va toucher l'architecture. L'architecture n'était pas mélangée. Les Russes, les architectes, les tsars, ils ont réussi à garder l'architecture grecque. C'est l'architecture de basilique. Mais c'était pas seulement les églises qui sont été faites de façon grecque. C'est aussi leur palais, et surtout de Moscou. Pas de Saint-Pétersbourg, de Moscou, parce que Saint-Pétersbourg, il était influencé par la Hollande, France, Italie. Mais si vous regardez les palais, par exemple, le palais de Ivan le Terrible, Julie Dolgorouki, ça veut dire Yuri Bralon, il a fait son palais, c'est une église, c'est un basilique. Quand vous regardez son palais, vous avez l'impression que c'était Byzance, que c'était Constantinople. Puis, une chose un peu plus pénétrante et moins sensible que l'architecture, c'est la façon de s'habiller les femmes russes. Les femmes russes, elles sont très belles. Leur façon de s'habiller
Il y a un mélange de pudeur et d'impudeur. C'est incroyable comme mélange. En étant en Russie, j'ai pas eu cette impression en vivant en Russie. Mais quand je suis parti ici et après je suis revenu avec les yeux déjà, avec les lentilles françaises, j'ai vu, elles sont nues, mais en même temps, il y a une espèce de pudeur dans les mots, dans les sentiments. Physiquement, à l'extérieur, ils sont très détendus, comme des païens par rapport à les civilisations romaines. Et en même temps, dans leur intérieur, dans leur fort intérieur, comme on dit, ils sont très pudiques. Dimitri Bortnikov, qui dans quelques minutes va nous décrire la personnalité d'Ivan le Terrible, le tout premier tsar de la Russie. La Russie à l'honneur cette semaine dans Planète 72, à travers les mots de l'écrivain Dimitri Bortnikov. Comment est née l'écriture? À quelle époque? C'est un homme qui a tout déclenché. Cet homme, le tsar Ivan le Terrible. Ce personnage tsar est très important pour les Russes, très important. Pourquoi? Parce que c'est le tsar Ivan le Terrible qui a commencé à créer le clivage entre la littérature sacrée et la littérature laïque, la littérature des particuliers, si je peux dire. Ça veut dire de la littérature, il a créé, en quelque sorte, la littérature d'auteur. À la même époque. Alors c'était quand, justement? Oui, ouais. Je vais vous dire. C'était 16e siècle, presque la fin du 16e siècle. C'est 1570. Il a commencé à écrire ses lettres à la reine d'Angleterre. Cette année-là, Shakespeare avait 6 ans, Christopher Marlowe avait 6 ans. Il y avait déjà la littérature en France. Il y avait déjà des grands poètes. En Angleterre, en Italie. Mais en Russie, il n'y avait pas. Donc c'était quoi alors? Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de... Il y avait des livres, mais c'était des livres sacrés. Des livres sacrés, voilà. La Bible, l'Évangile, les livres des psaumes, c'était que des livres sacrés. Ou des petits livres 5 ou 6 pages, pas plus. Pour le petit peuple, c'était des espèces de bandes dessinées pour le peuple, mais qui racontaient aussi l'histoire sainte. Les gens, simplement, ils savaient pas ni lire ni écrire, mais ils savaient parler. Et ce qu'on va appeler après la littérature, elle était strictement orale. Et du coup, Ivan le Terrible, il a réussi à écrire avec ses oreilles, en quelque sorte. Ça veut dire, il a écrivé les lettres, il n'écrivait pas du tout les romans, ni essais, rien du tout. Non, mais ses lettres. Et dans ses lettres, donc en fait, ce qu'il fait, Ivan, c'est qu'il commence à écrire ce qu'il entend. Voilà. Et du coup, c'est ça qui va donner ça qui va donner la naissance. Il va accoucher la langue russe, en quelque sorte. Ancienne russe, bien sûr, pas le russe moderne. Mais enfin, le peuple parle, le peuple écrit. C'est ça qui est important. Не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль и то не к спеху. Вот закончили войну. Вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду жив еще. Et en plus, il a dicté. Et il avait plusieurs moines qui notaient derrière lui ce qu'il dictait. Il a dicté 5 ou 6 lettres à la fois. Imaginez, il avait autour de lui 5 ou 6 moines qui sont été à affût parce que s'il n'écrivait pas bien ou il n'arrivait pas à suivre, on coupe les doigts, on coupe les bras, on coupe la tête. Donc il avait l'intérêt. Ah oui, c'était comme ça. Ah, c'était comme ça. Ah bah oui, c'était comme ça. Il faisait pas le cadeau. Ivan le Terrible, c'était vraiment terrible. Même si la traduction n'est pas bonne, parce que pour les Russes, terrible, ça se prononce Grozny, et c'est pas du tout le même sens terrible. C'était pas Ivan le Terrible, c'était Ivan le Sévère. Ce qui est quand même, il y a quand même une petite différence entre Ivan le Terrible et Ivan le Sévère. Donc ensuite, comment ça a évolué alors tout ça? Puis après lui, il se créait une toute petite communauté des gens lettrés qui sont pas été forcément ni pop ni moines. C'était des gens assez laïcs qui vivaient autour des tsars, qui écrivaient les lettres et qui notaient ce qui s'est passé. Et puis, ils partaient. Les gens partaient vers l'Italie, vers la France, vers la Chine, vers la Grèce, et ils tenaient leurs journaux. Ils écrivaient des lettres. C'est par ça
aussi est née la littérature de voyage, la littérature de mouvement, qui est très important en Russie, parce que la Russie est tellement grande que pour traverser, vous devez faire quelque chose. Pas seulement regarder dehors, dans les petites stations où on change les chevaux, les gens pouvaient écrire leurs émotions, leurs sentiments pendant le voyage. Ce qu'ils venaient de vivre, donc voilà. Du coup, c'est Tout à fait, tout à fait. Un court-métrage, en fait, à chaque fois. Un court-métrage, oui, un petit scénario, un petit journal. Et c'est grâce à Pouchkine, c'est vraiment Pouchkine, Alexandre Pouchkine, un grand poète, un grand prosateur russe. Et à partir de cette graine, le russe, il a pris les racines. Et la pomme de terre russe est née, en quelque sorte. C'est Pouchkine, c'est grâce à Pouchkine. Difficile de parler de la Russie sans évoquer le communisme. C'est ce que Dimitri va faire pour nous dans un instant sur France Bleu Maine. La Russie, le plus vaste État de la planète, 2 fois plus grand que les États-Unis, 31 fois la France, 413 fois la superficie de la Suisse. Pour nous parler de son pays dans Planète 72, Dimitri Bortnikov, qui aborde à présent l'angle politique. Vous savez, la Russie était toujours en proie des déchirements des partis politiques, mais c'est pas du tout la même connotation des partis de gauche ou de droite que vous avez ici. Chez les Russes, c'est complètement différent. Premièrement, la Russie est tellement grande, 12 fuseaux horaires. Imaginez, pour gouverner ce pays, il faut quand même avoir soit les bras longs, soit les mains fortes. Et pendant que le Parti communiste était au pouvoir, il ne se passait pas grand-chose. Tout était plus ou moins sclérosé. On vivait un petit peu dans la schizophrénie parce que j'avais grand-père qui était communiste, mais en même temps, c'était un ivrogne fini. Mon père n'était pas du tout communiste, ma mère non plus. Ils se parlaient dans la cuisine, tous les trois. Ils parlaient des choses assez franchement. Et tout le monde savait que le communisme en Russie, c'était un mensonge. Parce qu'on savait que les communistes volent, couchent avec tout ce qui bouge. Il y avait des cas comme ça. Ça veut dire le communisme en Russie, à la fin du régime soviétique, était perverti. Point barre. Ça fait un impact sur l'économie, bien sûr, parce que personne ne voulait travailler. Tout était gratuit. La santé, gratuit. Chauffage, logement, les téléphones, l'eau chaude, froide, tout était gratuit. On ne comprenait pas comment on peut vivre et payer. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens, surtout qui sont nés à mon époque, en Russie, ils ne comprennent pas pourquoi il faut payer pour le chauffage, pourquoi il faut payer le syndic, pourquoi on a besoin de syndic. On ne comprend pas. Parce qu'on était nés dans l'autre pays. C'était un autre pays qui nous a infantilisés en quelque sorte. On était tous des enfants. Là, Gorbatchev, il a fait quelque chose de très important. Il est très apprécié en Occident et il est très détesté chez les Russes. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce que les Russes lui rapprochent de briser le pays. Ça veut dire briser l'enfance. Il a fait en sorte que les Russes adultes soient conscients de ce qui se passe. Mais ils deviennent responsables. Ah voilà. Il faut que les Russes deviennent responsables. Tous. En même temps. C'est difficile. Et puis l'autre, Yeltsin, qui était aussi aimé par les Russes et méprisé par l'Occident parce que c'était un fou, c'était un clown qui dansait sur la table, à coups rabattus, en état ivre et même sobre. Il plaisait assez aux Russes parce qu'il buvait, il picolait, il parlait franchement. Mais là, c'est fini. La Russie est entrée par quelques essais qui échouaient. Il a réussi à entrer dans ce tunnel-là qui mène vers la démocratie. Je ne sais pas, peut-être c'est pas le même tunnel que la France a emprunté à son époque.
peut-être pas. C'est un tunnel très très long à traverser. On ne voit pas la fin du tunnel. Encore. Pas encore. Mais on est dans le tunnel. Je vais vous dire que le régime communiste, après la révolution, tout de suite, il a fait beaucoup de choses très très bien pour le peuple. Vous pouvez voir sur les photos des petites filles, les petits garçons avec leur grand-père. Et c'est les petits garçons qui enseignent à leur grand-père d'écriture. C'est très émouvant. Dans votre famille, par exemple, vous avez un exemple? Oui, voilà. Dans ma famille, mon arrière-grand-mère, elle était née serf. Elle savait ni lire ni écrire. Donc à l'époque, quel était le régime? C'était le régime de tsar. Les serfs sont été libérés, si je ne me trompe pas, 1862. À ce moment-là, c'était aussi une libération pour beaucoup. Et ça a été une ouverture aussi par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Pour votre grand-mère notamment. Oui, pour ma mère aussi, parce que ma mère, elle est issue d'une famille extrêmement pauvre de serfs, parce que c'est la petite fille de mon arrière-grand-mère. C'est la famille très très pauvre, très très pauvre. Et ma mère, s'il n'y avait pas de révolution, ma mère, elle pourrait faire quoi? Elle pourrait être, au mieux, elle pourrait être, je sais pas, une fermière pour traire les vaches. Alors que du coup, elle a pu faire les études de médecine. Elle est devenue un médecin. Et ça grâce au communisme. C'est grâce au communisme, oui, tout à fait. Mais à la fin, c'était assez perverti quand même, le régime, à la fin. Pour mieux appréhender les périodes troublées de ce pays, je vous rappelle la retransmission en direct de la lecture du Journal d'une autre, des lettres échangées par deux femmes en 1938. Rendez-vous le 7 décembre à 20h30 sur France Bleu Maine. Après la politique, la littérature, l'histoire, c'est la cuisine russe que nous allons mitonner dans un instant dans la planète 72. Pour quelques minutes encore, Dimitri Bortnikov nous raconte son pays, la Russie, et particulièrement ce qu'on trouve dans les assiettes. En Russie, les gens ils mangent de la soupe toutes les saisons, pas le matin, mais après-midi, midi et le soir. Ils peuvent manger de la soupe. Et la soupe, c'est venu aussi, ça vient de la Chine. La soupe avec des morceaux de légumes, de la viande. Voilà. La cuisine russe, c'est la cuisine extrêmement éclectique. Il y a des choses qui sont venues de Grèce, de Turquie, de la Chine, notamment de l'Italie. Les pâtes, par exemple, ça vient d'Italie. Les Russes, ils mangent beaucoup de pâtes. Et le pain, c'est très important, le pain aussi. Alors, quelques exemples peut-être de plats, voilà. Oui. Par exemple, le plat qui s'appelle kasha. C'est une espèce de bouillie, mais à la base de graines de sarrasin. Et pour un Français ou une Française qui goûte pour la première fois ça, elle dit « Mais c'est quoi ? C'est une galette bretonne écrabouillée ou mal réussie. » Moi, quand j'étais petit, je ne mangeais que ça, avec des côtelettes, avec des petites boulettes de la viande à côté. C'était toujours comme ça, mon repas du soir. Et je voulais vous dire aussi, par exemple, le plat qui s'appelle hareng sous le manteau. C'est à la base d'hareng. Il y a des morceaux d'hareng, morceaux de pommes de terre, morceaux de carottes, une couche de betterave par-dessus. C'est venu d'Hollande. C'est venu par côté de Saint-Pétersbourg. Mais là, on est encore dans un plat qui maintenant est traditionnel. Ah oui. Russe. C'était le plat des fêtes. Chaque fois quand il y avait une fête où la maîtresse recevait quelqu'un important à qui elle tenait beaucoup, elle faisait toujours le hareng sous le manteau. Alors qu'est-ce qu'on boit avec ça généralement? Dans la Russie moderne, il y a deux boissons. C'est la vodka et la bière. Mais on ne boit pas quand même autant qu'avant. La génération de mon père, elle a passé à la bière. On boit beaucoup de thé. Et puis on boit aussi beaucoup de kvass. Kvass, c'est une espèce de panaché à la base de pain noir. C'est très bon. Pain? De pain noir, oui. D'accord, mais ça se fait comment? Ça se fait avec de la levure. On met un peu de levure dans l'eau et beaucoup de pain et du sucre. D'accord. Et on laisse ça se débrouiller, ça se débrouille tout seul. Ouais. Et dans quelques jours, on peut déjà commencer. Et ça se boit donc? Ça se boit, oui, ça se boit et c'est très bon. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué dans un des plats le fait que ça ressemblait on pouvait en tout cas comparer avec la galette bretonne. Oui. Et je crois que là, par rapport à ça, la comparaison va au-delà. Les Russes, ils vivent dans le pays très très froid. Très très froid. Et ils sont tellement chaleureux qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont
tellement le visage parfois fermé. Les vendeuses dans les boutiques, ils sourient pas. Ils disent pas bonjour. On dirait que c'est des ours. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils gardent leur sourire pour leur mari, pour leurs enfants. Et les Russes et les Bretons, il y a que, comme ça une espèce de l'amitié présumée presque. Ils ont une espèce de complicité qui vient je sais pas d'où. Moi, en tout cas, j'éprouve beaucoup d'estime, comme ça, amitié. Les Russes, d'abord, ils sont assez fermés, assez froids. Et après, ça passe tout seul. Ils sont très chaleureux. Et c'est peut-être, il y a un lien de sarrasin entre les Bretons et les Russes. Bah justement, pour le mot de la fin, quelques mots en russe. У вас очень красивые глаза. Vous avez les très jolis yeux. Ok, bah merci beaucoup. Merci Dimitri. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dimitri Bortnikov, auteur du livre Le syndrome de Fritz, qui a reçu le prix russe en 2002 et le prix du best-seller national. Dans un instant, changement de décor. Loin des steppes sauvages de la Russie, direction les plages de l'Australie avec Nicolas.